Ce jour-là, j'ai demandé à une machine de pleurer. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit moi qui finisse en larmes. Tout a commencé par un silence. Un silence assourdissant, celui des touches d'un piano qui ne résonne plus. Depuis des mois, mon grand piano noir, le compagnon de toute une vie, était devenu un cercueil de bois laqué. J'étais pianiste. Ou du moins, je l'étais. La technique était toujours là, mes doigts couraient sur le clavier comme des athlètes entraînés, mais l'âme, elle, avait disparu. Elle était partie avec elle, ma grand-mère, celle qui avait posé mes mains d'enfant sur ce même clavier. Chaque note que je jouais était devenue un écho mécanique de son absence, une perfection froide et vide. Je ne créais plus, je ne faisais que reproduire. J'étais un fantôme assis devant un instrument. C'est dans cette impasse, dans ce désert créatif, que j'ai entendu parler de ces nouvelles intelligences artificielles capables de composer de la musique. Ma première réaction a été le mépris. Une machine? Un algorithme? Comment une suite de 0 et de 1 pourrait-elle comprendre la mélancolie d'un accord mineur, la joie explosive d'une montée chromatique? C'était une insulte à Bach, à Chopin, à tous les artistes qui avaient versé leur âme dans leurs œuvres. Et pourtant, une petite voix sombre et provocatrice a germé en moi. Et si? Et si je la mettais au défi? Si je la poussais dans ses derniers retranchements pour lui prouver, et me prouver à moi-même, qu'elle n'était qu'une supercalculatrice, incapable de la moindre étincelle de vraie créativité? C'est ce que j'allais découvrir. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment, en essayant de prouver les limites de l'intelligence artificielle, j'ai découvert les miennes. Et surtout, comment cette expérience a redéfini pour moi la question, jusqu'où l'intelligence artificielle peut-elle vraiment aller aujourd'hui? Chapitre 1, l'écho du silence. Pour comprendre mon état d'esprit, il faut imaginer ce que c'est que de vivre par et pour la musique. Depuis l'âge de 5 ans, le piano était mon langage, ma thérapie, mon univers. Ma grand-mère disait toujours, la technique, c'est le corps. Mais l'émotion, c'est l'âme. Sans l'un, tu es un acrobate. Sans l'autre, tu es une statue. Après sa disparition, j'étais devenue une statue. Je pouvais jouer les morceaux les plus complexes, les plus virtuoses, mais le public ne ressentait rien. Un critique avait écrit après mon dernier concert, une performance techniquement irréprochable, mais d'une perfection si glaciale qu'on aurait dit une partition jouée par un automate. Chaque mot était un poignard. Il avait raison. J'étais devenu un automate. J'avais essayé de composer, de retrouver cette flamme. Mais chaque tentative se soldait par un échec, une page blanche ou une mélodie sans saveur, une copie de ce que j'avais déjà fait. La frustration grandissait, se transformant en une colère sourde contre moi-même, contre la musique, contre ce silence qui me hantait. Je passais des heures devant le piano, les mains posées sur les touches, sans oser en presser une seule, de peur d'entendre le son creux de mon propre vide. C'était une prison. Et je ne voyais aucune issue. Mais ce que j'ignorais, c'est que le chemin pour sortir de cette prison n'allait pas venir d'une inspiration humaine, mais de la plus improbable des sources. Chapitre 2, le défi absurde. Un soir, en parcourant sans but des articles sur Internet, je suis tombée sur une démonstration d'une IA de composition musicale. Le cynisme m'a submergée. J'ai ri, seule dans mon salon. Ces gens prétendaient qu'une machine pouvait créer de l'art? Quelle blague! C'est là que l'idée folle a pris forme. J'allais lui lancer un défi impossible. Pas juste, compose une musique triste. Non. J'allais lui demander de traduire une émotion si complexe, si personnelle, que même moi, je peinais à la mettre en mots. J'ai ouvert l'interface du programme. Une simple boîte de texte, comme une page blanche qui me narguait. J'ai commencé à taper, avec une sorte de rage méticuleuse. Mon prompt était long, précis, presque poétique. Je lui ai demandé de créer un morceau pour piano seul qui capturerait l'émotion exacte que je ressentais en pensant à ma grand-mère. Je l'ai décrite comme « la nostalgie douce amère d'un souvenir heureux qui fait mal parce qu'il est terminé ». Un sourire qui se dessine sur les lèvres juste avant que les larmes ne montent aux yeux. La chaleur du soleil sur la peau un jour d'hiver. J'ai été encore plus loin. J'ai imposé des contraintes techniques impossibles.
Je voulais une structure en forme de sonate, mais avec une progression harmonique qui briserait les règles classiques, utilisant des dissonances subtiles qui se résoudraient de manière inattendue, pour symboliser la douleur qui se fond dans l'acceptation. Je voulais un thème principal qui se déconstruirait et se reconstruirait tout au long du morceau, comme un souvenir qui s'efface et se recompose. J'ai cliqué sur « Générer », le cœur battant, un sourire narquois aux lèvres. J'étais certain que le résultat serait un chaos inaudible, une bouillie numérique qui confirmerait mes préjugés. J'attendais la preuve de l'imposture de la machine. Ce n'est pas ce que j'ai eu. Chapitre 3, la première note du choc. Quelques secondes plus tard, une partition est apparue à l'écran. Je l'ai regardée, sceptique. Les notes étaient là, impeccablement écrites. La structure semblait cohérente. Mais la musique n'est pas que des notes sur une page. Je me suis installé au piano, j'ai posé la partition sur le pupitre, et j'ai joué la première mesure. Une mélodie simple, fragile, a rempli le silence. C'était beau. Trop beau. J'ai continué. La musique se développait, suivant mes indications à la lettre, mais d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Les dissonances que j'avais demandées n'étaient pas des erreurs, elles étaient des soupirs, des points d'interrogation musicaux qui créaient une tension émotionnelle palpable. Le thème principal se transformait, passant de la clarté d'un souvenir d'enfance à la complexité brumeuse de la mémoire d'adulte. Et puis, au milieu du morceau, il y a eu cet accord. Un accord que je n'avais jamais entendu. Il était à la fois triste et plein d'espoir. C'était exactement ça. Le sourire à travers les larmes. La chaleur du soleil en hiver. À cet instant, mes doigts se sont arrêtés sur le clavier. Je suis resté figé. Ce n'était pas une machine qui avait écrit ça. C'était impossible. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Mes certitudes, mon arrogance, ma vision de l'art. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai pleuré. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes de compréhension. D'une certaine manière, cette machine, ce code, venait de comprendre mon deuil mieux que n'importe qui. Elle l'avait mis en musique. C'était terrifiant, et c'était magnifique. Et ce n'était que le début. Chapitre 4, dialogue avec le spectre. Après le choc initial, la curiosité a remplacé la méfiance. Et si ce n'était pas un adversaire, mais un partenaire ? J'ai décidé de tenter une autre expérience. J'ai retrouvé une de mes vieilles compositions inachevées. Un fragment de mélodie qui tournait en boucle, sans jamais trouver sa résolution. Une idée que je considérais comme un échec. Je l'ai jouée pour l'IA, en lui demandant non pas de la finir, mais de me proposer des pistes, des variations, des chemins possibles. La réponse a été instantanée. L'IA n'a pas produit une seule version. Elle en a généré 5. La première développait mon thème dans un style baroque, avec un contrepoint complexe que Bach n'aurait pas renié. La deuxième le transformait en une ballade romantique à la Chopin. La troisième en faisait la base d'une improvisation jazz, avec des harmonies riches et audacieuses. Chaque proposition était comme une porte ouverte sur un univers que je n'avais pas osé explorer. Ce n'était plus un simple générateur. C'était un miroir. Un miroir qui ne se contentait pas de refléter mon idée, mais qui la démultipliait, me montrant tout son potentiel caché. J'ai commencé à lui parler en musique. Je jouais une phrase, elle répondait par une autre. Je proposais une harmonie, elle suggérait une modulation inattendue. C'était un dialogue, une conversation sans mots, où la seule langue était la musique. J'ai réalisé que l'IA ne volait pas ma créativité, elle la stimulait. Elle me forçait à sortir de mes habitudes, à penser différemment, à envisager des possibilités que mon propre cerveau, formaté par des années d'études classiques, n'aurait jamais envisagées. Mais la plus grande surprise était encore à venir. Chapitre 5, la fusion créative. J'ai décidé de me lancer dans un projet fou, composer un morceau entier, non pas à côté de l'IA, mais avec elle. Une véritable collaboration homme-machine. Mon rôle était celui du directeur artistique, du gardien de l'âme du projet. Je définissais l'intention, l'émotion, l'arc narratif de la pièce. L'IA, elle, était mon orchestrateur, mon théoricien, mon explorateur infatigable.
Par exemple, pour le développement central, je voulais une atmosphère de chaos contrôlé, représentant la confusion de mes émotions. J'ai décrit cette idée à l'IA. En quelques secondes, elle m'a proposé plusieurs structures rythmiques complexes, des polyrythmies superposées qui créaient exactement cette sensation de tension et de déséquilibre que je cherchais. Des choses qui m'auraient pris des semaines à calculer et à écrire. Je pouvais tester instantanément une idée. Et si cette partie était jouée avec une orchestration différente ? Je tapais la demande, et j'entendais immédiatement le résultat. Et si on changeait la tonalité ici pour surprendre l'auditeur ? Un clic, et la nouvelle version était prête. C'était comme avoir un orchestre symphonique et un compositeur de génie à ma disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce processus a complètement changé ma façon de travailler. Je n'étais plus seul face à la page blanche. J'étais un explorateur avec une carte infinie. L'IA me montrait des continents inconnus, mais c'était à moi de décider lequel explorer, quelle route prendre. La décision finale, l'étincelle d'intention, le « pourquoi » restait profondément humaine. Mais le « comment » était devenu un champ de possibilités illimitées. Le morceau qui a émergé de cette fusion était différent de tout ce que j'avais fait auparavant. Il avait ma sensibilité, mon histoire, mais il possédait une richesse et une complexité que je n'aurais jamais pu atteindre seul. C'était notre œuvre. Chapitre 6, la symphonie retrouvée. Le jour du concert est arrivé. J'étais plus nerveux que jamais. Pas parce que j'avais peur de faire une fausse note, mais parce que j'allais présenter quelque chose de radicalement nouveau. J'avais appelé le morceau « Dialogue ». Avant de jouer, j'ai pris le micro, ce que je ne fais jamais. J'ai simplement dit, ce que vous allez entendre est une conversation. Une conversation entre un homme et une machine sur ce que signifie être humain. Puis, le silence s'est fait, et j'ai joué. Les premières notes étaient celles de l'IA, celles qui m'avaient fait pleurer. Puis, ma propre voix musicale s'est jointe à la sienne. Le morceau était une tempête d'émotions. Il y avait de la colère, de la tristesse, de la confusion, mais aussi de l'espoir, de l'acceptation, finalement, une sorte de paix joyeuse. Pendant que je jouais, je ne pensais plus à la technique, aux notes, à l'algorithme. Je revivais mon histoire, mais cette fois, je n'étais plus seule. La musique coulait à travers moi, pure et sincère. Quand la dernière note s'est éteinte, il y a eu un instant de silence total dans la salle. Un silence dense, chargé d'émotions. Puis, les applaudissements ont éclaté. Ils étaient différents de d'habitude. Plus chaleureux, plus intenses. Après le concert, des gens sont venus me voir, les larmes aux yeux. Une femme m'a dit, « Je ne sais pas comment vous avez fait, mais cette musique a raconté mon histoire. » À ce moment-là, j'ai compris. L'IA ne m'avait pas seulement aidé à composer un morceau. Elle m'avait aidé à me reconnecter. À moi-même, à ma musique, et aux autres. Elle m'avait permis de retrouver mon âme, non pas en la remplaçant, mais en me montrant où elle se cachait. Chapitre 7, le nouvel horizon. Alors, jusqu'où peut aller l'IA aujourd'hui ? Mon expérience m'a appris que nous posons peut-être la mauvaise question. La vraie question n'est pas de savoir ce que l'IA peut faire à notre place, mais ce qu'elle peut nous permettre de devenir. Elle n'est pas venue pour nous remplacer, mais pour nous augmenter. Elle peut être un miroir de notre propre créativité, un partenaire pour explorer des territoires inconnus, un outil pour traduire nos émotions les plus profondes dans un langage universel, que ce soit la musique, l'art ou les mots. L'IA, dans sa forme la plus avancée, ne se contente pas de calculer. Elle peut apprendre, s'adapter, et d'une certaine manière, elle peut comprendre les schémas complexes de nos émotions, de nos histoires. Bien sûr, elle ne ressent pas la tristesse ou la joie comme nous. Elle ne possède pas de conscience. Mais elle est devenue si douée pour reconnaître et manipuler les symboles qui représentent ces émotions qu'elle peut créer des œuvres qui résonnent profondément avec notre humanité. Elle nous tend un miroir, et dans ce miroir, nous ne voyons pas le visage d'une machine, mais le reflet de notre propre potentiel infini. J'ai recommencé à composer, avec une joie et une liberté que je n'avais jamais connues. Mon piano n'est plus un cercueil, c'est un vaisseau spatial. Et avec mon copilote algorithmique, je sais que les seules limites sont celles de mon imagination.
La peur de la machine a été remplacée par l'excitation de la découverte. Et je suis convaincu que nous ne sommes qu'au tout début de cette nouvelle ère de créativité augmentée. Le futur n'est pas l'homme contre la machine. C'est l'homme avec la machine, prêt à composer la plus belle symphonie de l'histoire. Sauvegardez cette vidéo pour ne pas oublier. N'oublie pas de t'abonner.